Salut à tous, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Madame a du chien, au doux nom de Société Culture Cochon. Comme l'indique ce titre, nous allons interroger aujourd'hui et le mois prochain certainement les liens qui existent entre les cultures, là où les sociétés et les animaux. Et oui, on aura un focus spécial cochon et truie peut-être aussi. On va parler spécisme, chasse, écologie, capitalisme, racisme et agriculture poétique, le tout à travers un prisme féministe évidemment. Et on a déjà hâte d'avoir vos retours, alors faites-vous plaisir. Merci Margot pour cette introduction du tonnerre. Et en effet, plein de sujets très vastes et très variés pour ce podcast. Et on va commencer, comme à notre habitude, en prenant les réponses au questionnaire que nous vous avons partagé. Donc ce questionnaire est toujours accessible si vous souhaitez y participer et vous ne l'avez pas encore fait. Vous retrouverez le lien dans la description de ce podcast. Et dans ce questionnaire, on a posé donc plusieurs questions aux participants pour voir leur avis sur des sujets de société qui nous intéressent. Donc les questions qui sont en lien avec cet épisode sont les suivantes. La première, on a demandé « Il est normal d'élever les porcs pour les manger ?» Donc à chaque fois, vous pouvez nous répondre si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous ne savez pas. Pour cette question, où on a demandé s'il était donc normal d'élever les porcs pour les manger, on a 18% des personnes qui nous ont répondu qu'ils étaient d'accord, 57% qui n'étaient pas d'accord, et 25% qui ne savaient pas. Quand on a fait le traitement de ces questions, on s'est rendu compte que sur ces sujets qui étaient finalement un peu plus éloignés que des questions qui concernaient les chiens, qui constituent une grande partie des questions du questionnaire, on avait une grande proportion de personnes qui nous répondaient « je ne sais pas », on va voir sur les questions suivantes, c'est encore le cas, où on va avoir du coup un questionnement qui va être beaucoup moins élaboré, ou peut-être on a moins déjà d'idées quand on va parler des animaux qui sont plus éloignés de nous, donc dans le cas du porc, et le fait de l'élever pour le manger. C'est intéressant de voir quand même que la moitié d'entre vous, plus de la moitié d'entre vous, pensent qu'il n'est pas normal d'élever les porcs pour les manger. Évidemment, ce sont des questions qui portent aussi d'autres questions. C'est qu'est-ce qui serait du coup normal de faire avec les porcs ? Et je sais pas les filles, là, si vous avez envie de partager quelque chose sur le sujet, ou peut-être même de donner votre avis, votre réponse à cette question. Ça dépend de quel porc on parle. Alors, il y a les porcs qu'on balance, et il y a les porcs qu'on élève. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans le détail dans les parties qui suivent. C'est hyper intéressant de voir qu'il y a des personnes qui savent pas et que peut-être ce podcast va pouvoir les aider à choisir si c'est normal ou pas d'élever les porcs pour les manger, parce que finalement si elles savent pas, c'est que elles se sont jamais questionnées sur cette question. Complètement, et on va le voir avec les questions suivantes, quand on est à peu près le même genre de résultat. La prochaine affirmation est la suivante. C'est inacceptable que le chien puisse être mangé dans certaines cultures. Pour 57% d'entre vous, vous êtes d'accord. Il est inacceptable que le chien soit mangé dans d'autres parties du monde. Pour 25% d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Pour vous, c'est acceptable que le chien soit mangé. Et enfin, 17% ont répondu qu'ils ne savaient pas si c'était acceptable ou inacceptable qu'on puisse manger des chiens. C'est incroyable que les gens aient moins d'avis sur le chien que sur le cochon. Enfin, il y a moins de gens qui savent pas, pour le chien, si c'est ok ou pas ok, que pour le cochon. Ça veut dire que les gens, ils ont plus un avis fait sur cette question, quoi. Oui, sur parce le chien, que tu veux dire ? je pense qu'il y a un vrai biais culturel, c'est clair. dans nos sociétés en tout cas, Bien où sûr. le chien est un animal de compagnie. Le meilleur ami, rappelez-vous. Et donc, oui, le meilleur ami de l'homme. Et que manger du chien paraît complètement fou et aberrant, etc. Et moi, je me rappelle avoir eu, quand j'étais plus jeune, une vraie révélation, quand j'ai appris que, par exemple, aux États-Unis, manger les lapins, c'était quasiment inconcevable, puisque là-bas, les lapins étaient beaucoup plus considérés comme des animaux de compagnie, alors que moi, ayant grandi dans la campagne profonde du centre de la France, les lapins, c'était avant tout des animaux qu'on tuait pour les manger. Et pour moi, le lapin de compagnie, c'était pas quelque chose qui existait. C'est en Amérique du Sud, ils mangent des cochons d'Inde. Oui. Ouais. Et il paraît que c'est oui, très ils les bon. élèvent et ils les mangent. Oui, carrément. Et donc cette question du chien qui est mangé aussi donc correspond plus souvent à des cultures asiatiques. Et c'est intéressant aussi de voir que souvent derrière, il va y avoir des biais également racistes, où on va avoir en fonction de quels animaux sont mangés dans quelle culture, une approche qui va être différente.
Et on sait que c'est souvent aussi une façon assez raciste de représenter les personnes asiatiques en venant justement mettre en avant le fait qu'elles mangent du chien, comme si c'était quelque chose d'intolérable et d'horrible de manger du chien, alors que nous, a priori, ça ne nous dérange pas de manger du lapin en France, ou d'autres animaux qui ne seraient pas tolérés d'être mangés dans des sociétés, ou le cochon, ou le bœuf aussi. Ou des veaux. Des veaux sous la mer. Des veaux juste allaités, tu vois, qui ont la chair tendre et moelleuse. Arrête. Bah si, hein. Des petits bébés agneaux. Ouais. Tout blanc et tout doux et tout mignon, avec des petits yeux. Mais ils en font là, à Bazas, du veau sous la mer, avec les basadaises. Passons à l'affirmation suivante et on revient sur notre ami le cochon. Donc cette affirmation est « le cochon est plus intelligent que le chien ». Vous êtes 15% à être d'accord, 16% à ne pas être d'accord, donc ça se tient dans un mouchoir de poche, et 69% à ne pas savoir. Et ça, c'est vraiment une réponse qui nous a marqué. Le fait que vous étiez aussi nombreux à ne pas savoir si, oui ou non, le cochon était plus intelligent que le chien. Donc vous n'avez pas cherché à vous positionner finalement, vous avez préféré éviter le problème finalement, prendre une décision. Vous avez préféré nous dire que vous ne saviez pas. Et ça, c'est assez représentatif de la façon dont on a des informations ou pas sur les animaux en fonction de leur catégorisation dans notre société. Le chien étant l'animal qui vit le plus proche de l'humain au quotidien, on connaît beaucoup de choses sur le chien. Et le cochon, alors qu'on le côtoie très régulièrement dans nos supermarchés et nos assiettes, c'est un animal sur lequel finalement on ne sait pas grand-chose sur l'intelligence. Je crois que Juliette avait quand même des infos sur l'intelligence du cochon à nous partager. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on reverra un petit peu plus tard dans le podcast, mais on peut tout à fait le placer ici. Déjà, il faut savoir que en France, par exemple en 2014, les données France Agrimaire nous disent que plus de 23 millions de cochons ont été tués, donc en France, en 2014, pour la consommation. Donc déjà, je trouve que le chiffre, il pique un peu les yeux. Et donc après, c'est un petit peu une réflexion personnelle. Un jour, j'ai compris que le cochon était très affectueux, aussi affectueux qu'un chien. Et en fait, j'ai appris que le cochon était plus intelligent qu'un chien et aussi plus proche génétiquement de l'humain. Et je me suis dit, mais alors, pourquoi on mange des cochons et pas des chiens, et pourquoi ça va autant nous choquer qu'on mange des chiens dans certaines cultures, et pourquoi c'est le chien qu'on a choisi pour être, entre guillemets, le meilleur ami de l'homme, parce que ça, c'est vraiment les dires de l'humain. Et donc, il faut savoir que le cochon, il a 95% de sa génétique commune avec l'humain, et il a seulement 3% de moins que la similarité avec le chimpanzé. Donc le chimpanzé a une génétique à 98% commune avec l'humain. On sait du cochon, de sources scientifiques, qu'il est un être pensant et qui compte parmi les animaux les plus intelligents. Il est doué de sympathie, contrairement au mouton par exemple, et le cochon, il va venir vers l'être humain, il va venir se faire caresser, se faire gratter, il est capable d'affection pour ses semblables, comme pour son propriétaire. Et pour l'intelligence, il est classé après le chimpanzé, l'orang-outan et le corbeau, puis l'éléphant et le dauphin. Donc en fait, il y a tous ces animaux avant et il y a ensuite le cochon. Et il est loin devant le chien, le chat et le cheval. Donc c'est pour dire que en fait, un cochon, ça a l'équivalence de l'intelligence d'un enfant de 4 ans. Personnellement, pour avoir un fils de 4 ans, ça cogite dur dans sa petite caboche, et donc je me dis, ok, donc en fait, on mange en France un animal qui est ultra affectueux, intelligent, mais du coup, c'est vraiment trop bizarre que ça soit ok pour tout le monde. Et c'est vrai que quand je vois dans les assiettes, par exemple, pour les enfants, hein, parce que l'alimentation, ça commence dès qu'on peut commencer à mâcher, on donne du cochon, mais on va pas forcément faire le lien entre l'animal et bien souvent, en fait, les enfants, ils vont d'abord voir une tranche de jambon avant de savoir ce qu'est un cochon et de savoir comment ça vit, dans quelles conditions et tout ça. Et donc ça fait partie des réflexions qui, moi, me choquent un petit peu. Ce que tu dis, ça me fait penser à des réflexions qu'a émis Nora Boisouni, qui est autrice notamment de Sexisme et Féminisme, qui sont sortis deux ouvrages, 2 essais qui sont sortis chez Nourriture Fu.
excellente maison d'édition au passage. Elle explique que le fait d'avoir des aliments qui arrivent déjà conditionnés, déjà préparés, enfin déjà sous forme d'aliments prêts à consommer, ça nous incite et ça nous encourage beaucoup plus facilement à manger de la viande que si on devait aller tous les jours tuer notre bœuf ou notre cochon pour avoir effectivement le jambon ou le steak qu'on a sous la main, quoi. Et elle dit ce conditionnement de la viande nous rend possible en fait cette consommation, cette surconsommation de viande au quotidien et efface des esprits le fait que derrière cette tranche de jambon, comme disait Julia, en fait il y a un animal quoi à la base. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive ? Chers auditeurs, répondez-nous. Il me semble que c'est le terme, la dissonance cognitive, qui se crée en fait entre la viande que j'ai en face de moi et l'animal qui vit dans le champ. Et je ne fais pas le lien entre les deux parce que le processus entre les deux n'est pas visible, il est même plutôt caché d'ailleurs. Et ça crée un parallèle où les gens vont dire « Ah, mais j'adore les animaux, mais je mange du saucisson ». Et oui, j'adore les animaux, mais en fait, j'ai quand même une consommation de ces mêmes animaux qui semblerait complètement folle. Et d'ailleurs, même je trouve ça toujours un peu drôle, mais pas d'un point de vue humoristique, un peu, on va dire, triste plutôt, en fait, finalement, que drôle, de voir que quand on a des partages, des vidéos d'abattoirs, etc., des conditions d'abattage d'animaux, où les gens vont être choqués de voir ces images-là, mais sans forcément remettre en cause leur consommation à côté de viande. Et même, ils vont être en colère contre... ceux qui partagent des images. Ouais. Voilà. Non, oui aussi peut-être, mais ils vont être en colère contre le système, mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire quelque chose qui va changer la donne, tu vois. Ils vont dire, en même temps, c'est comme ça. Et moi, donc, quand j'étais dans le monde agricole, jusqu'à 2010 à peu près, il y avait encore pas de loi qui interdisait la publicité mensongère, entre guillemets, c'est-à-dire que pour des œufs de poules en cage ou pour des poulets de batterie, t'avais le droit de mettre une image d'un poulet qui gambadait dans l'herbe sur le packaging, et que ça a été interdit autour des années 2010. Et que ça joue vachement aussi. Mais c'est comme tout l'univers autour du foie gras. Je veux dire, on te montre une soirée mondaine, on te montre des jolies robes, on te montre la haute société. On va pas te montrer... c'est pareil, on va te montrer le canard peut-être en extérieur, mais on va pas te montrer vraiment la gueule du canard quand tu vas lui mettre... Sa sonde pour le gaver. Ouais, c'est ça. Ah, mais, et ce truc sur les œufs aussi, de te rendre compte, en fait, l'enjeu qu'il y a quand t'achètes ta boîte d'œufs, de faire gaffe, parce que c'est pas facilité, ce truc de numéro, il faut te dire, ah merde, alors attends, c'est dans quel sens? Est-ce que le 0 c'est plein air? Est-ce que c'est le 4? En fait, il y a plein de gens qui n'ont pas cette conscience aussi de se dire, il y a quoi derrière des poules en batterie qui pondent, c'est quoi leurs conditions de vie, en fait. C'est absolument tragique, en fait, d'être une poule pondeuse qui est enfermée dans ces trucs, dans ces abattoirs. Il faut savoir aussi que, par exemple, pour certaines productions de volailles, parce que moi j'étais spécialisée dans la volaille, donc ça va être un sujet que je maîtrise un peu plus que les autres, mais par exemple au niveau de la génétique, on va toujours chercher, enfin ça c'est commun à toutes les espèces, mais on va toujours chercher à faire le plus de rendement, donc le plus de viande possible, et il y a certaines espèces de dindes notamment, elles vont être tellement riches en viande, tellement lourdes en chair, que elles vont avoir des pattes qui vont péter. Donc il y a des dindes qui en fin d'élevage auront les pattes cassées. Ouais. Donc au niveau de la génétique, les chercheurs ils essayent de faire entrer des gènes pour des chercheuses pour la solidité des aplombs, quoi. Voilà. Mais dans le cadre du coup d'élevage et tout ça. Ouais, parce que moi je travaillais au niveau des accouveurs, des entreprises d'accouvage, on dit. Et donc, c'était créer les mâles et les femelles qui vont permettre de faire des œufs qui vont donner les petites volailles qui vont aller ensuite en élevage. Donc, on travaillait sur la sélection grand-parentale, parentale, pour pouvoir ensuite remplir tous les élevages avec des petits poulets. Et donc, au niveau de la génétique, on cherche à améliorer la production, la rentabilité et le bien-être.
c'est pris en compte, mais c'est pas le plus important, parce que dans l'agriculture d'aujourd'hui, en France, c'est très politique, très économique, et le bien-être animal n'est qu'un petit onglet, mais c'est pas le plus important. Oui, c'est même parfois un frein à l'aspect économique finalement. Et donc, trop s'y pencher voudrait dire diminuer les revenus et le rendement qu'on pourrait avoir par cette activité. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Margot tout à l'heure à propos des œufs quand tu vas au supermarché, les 0, 1, 2, 3, 4 là. Il y a aussi, et je pense que ça on peut pas non plus l'ignorer pour les gens au quotidien, hein, c'est que il y a l'aspect de savoir d'où vient ce que je mange et qu'est-ce qui a été produit et tout, puis il y a aussi l'aspect économique qu'on peut voir énormément en ce moment avec la situation actuelle, où prendre en conscience des produits qui vont avoir été fournis par des animaux qui auront eu une vie peut-être meilleure que d'autres à côté, ça veut dire aussi payer plus cher. Et que c'est pas forcément non plus accessible pour tout le monde, même avec beaucoup de bonne volonté, c'est pas forcément quelque chose qui sera possible pour tous. Et ça questionne aussi du coup le rapport à la consommation en fonction des moyens financiers de chacun et de ce qu'on valorise ou pas. Après, il y a la culture aussi. La culture, on en parle beaucoup avec des amis. Et comme quoi les hommes ici, un peu plus dans la ruralité, ils ont cette image qu'il faut manger de la viande au moins une fois par jour, si c'est pas 2. Et du coup, que c'est aussi hyper associé. Tu crois que c'est dans la ruralité ? En tout cas, nous dans la campagne, parce que j'habite quand même vraiment dans la campagne profonde pour le coup, avec mes copines, et on parle du fait que nous, on est toutes un peu en train de devenir végétariennes, plus ou moins, et que en fait, il y a dans nos foyers, il y a une discordance, je pense que ça va de dire ça, et que les hommes, on leur autorise toujours à avoir leur morceau de viande, qu'on est passé à 1 fois par jour et qu'on essaye de limiter à 3 fois par semaine, mais que c'est quelque chose d'hyper vraiment très très difficile de leur faire lâcher ça, quoi. Et c'est pareil, si tu veux manger de la viande plusieurs fois dans la semaine, quand tu vois le prix que ça coûte, si tu veux en manger, t'es obligé d'aller taper dans les viandes indus, quoi, d'élevage intensif, soit déjà tu te ruines, ou alors après tu vas carrément prendre des produits genre des steaks hachés qui sont des récupérations de carcasses de vieilles vaches réformées laitières, ou des nuggets qui sont vraiment de la récupération de sous-produits de poulet avec un peu de chair, des trucs en fait qui sont carrément dégueux, quoi, en fait. Du coup, je crois qu'il nous restait encore une question, une affirmation du questionnaire. Mais juste, je trouve ça intéressant déjà comment on aborde plein de choses qu'on avait prévu d'aborder dans le corps du podcast ensuite. Et cette question de consommer de la viande aussi, et de comment on consomme de la viande, sur à la fois d'où vient cette viande, comment est produite cette viande, sur quelle surface est produite cette viande, ça du coup vient questionner les masculinités, comme vient de le faire Julia, mais ça entraîne aussi à des réflexions écologiques et environnementales sur la manière de produire la viande aujourd'hui, et sur ce que ça consomme comme eau, comme surface cultivable, comme ce que ça dégage aussi comme gaz. Comme gaz, ouais, c'est clair. Tout ce que ça induit, en fait, l'élevage de viande, l'élevage de viande, vraiment l'élevage d'animaux pour faire de la viande derrière, quoi. Et d'où arrive la viande aussi, parce que c'est sûr que tu parlais de la basadaise qui est du coup vers chez nous, et qui est une viande qui est plutôt qui est une bonne viande, quoi, qui est une viande qui est recherchée. Voilà, la basadaise, c'est vraiment une viande qui est recherchée, qui est renommée. Et pour te payer cette viande-là locale en étant du coin, il faut quand même un sacré portefeuille. Alors que si tu si tu chopes de la viande au supermarché sans faire trop attention, tu peux bouffer de la viande qui arrive d'Argentine, parce que genre l'Argentine, c'est un gros producteur de bœuf. Et du coup, tu boufferas de la viande qui sera certainement moins chère que de la viande qui a été produite localement, mais qui a fait des milliers de kilomètres pour arriver dans ton assiette, et qui du coup a une empreinte carbone gigantesque. Enfin bon, bref. On va finir cette affirmation de questionnaire, et après
on développera encore plus tout ça. Ça va être super. Bon, on va passer du coup à la dernière affirmation qu'on a choisie pour cet épisode, qui est « L'élevage d'animaux race à viande locale pour la consommation humaine est indispensable à leur conservation ». Vous êtes 15% à nous avoir répondu que vous étiez d'accord, 58% à nous dire que vous n'étiez pas d'accord, que l'élevage d'animaux n'était pas indispensable à la conservation des races locales, et encore une fois, un gros pourcentage de je ne sais pas, avec 27%, donc près d'un quart d'entre vous qui n'avaient pas forcément d'idée sur la question. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé avant qu'on commence à enregistrer le podcast, et Julia, elle avait plein de choses à dire là-dessus. Alors, encore une fois, c'est mon expérience dans le monde agricole de plus de 7 ans. Et sans compter mes études en école d'ingénieur où on a fait pas mal de projets sur les viandes locales. Moi, je suis hyper interpellée par les gens qui sont pas d'accord. Je pense que en fait, ils sont pas d'accord, ils sont pas contents. Enfin, ils sont pas d'accord avec le fait qu'on élève des animaux pour les tuer, juste pour les conserver. J'imagine que c'est ça, parce que sinon, j'aimerais bien leur demander comment on fait alors, parce que du coup, c'est vrai que c'est des questions qui sont très fermées, nos questions où on peut pas débattre, mais voilà, on en parlait du coup, donc comme disait Pauline tout à l'heure avant d'enregistrer ce podcast, à savoir que une fois par an, quand j'étais dans le monde agricole, on organisait une journée de l'élevage et que vraiment donc c'était les concours de race à viande et locales, et donc on avait des vaches, on avait des moutons, on avait des chevaux lourds, on avait des poneys landais notamment, et on avait aussi des ânes. Il faut savoir que c'était des races locales et que pour leur conservation, en fait, les gens ils sont obligés de les élever et de vendre des produits, parce que, donc je dis des produits parce que voilà, je sais pas trop comment le dire autrement, mais de vendre des animaux pour qu'ils soient engraissés et abattus en suivant pour récupérer de l'argent, pour continuer en fait à entretenir les animaux qu'ils vont garder pour la génétique, pour maintenir l'espèce. Et que du coup, c'est pas des animaux sauvages, ce sont des animaux que l'homme a créés génétiquement et qui se sont adaptés aux conditions locales. Et du coup, c'est des animaux qui peuvent pas vivre seuls sans l'intervention de l'humain. Et l'humain peut pas l'élever sans qu'il y ait une rentrée d'argent. Donc, en fin de compte, pour moi, la réponse, elle est oui. Et après, la question, c'est est-ce qu'on est d'accord? Du coup, est-ce qu'il y a un but essentiel à conserver ces races ou pas? Et est-ce que du coup, ça peut pas nous faire éventuellement envisager la consommation de viande différemment? Et sur ça, je laisse la parole à Margot. Alors moi, j'allais pas nécessairement rebondir là-dessus, mais j'ai une question sur... tu dis c'est des races qui ont été créées par l'homme? C'est vraiment... Elles ont toutes été créées par... Genre la chèvre des Pyrénées, c'est une chèvre qui a été créée par l'homme. En fait, c'est toujours l'homme qui a choisi la reproduction. C'est-à-dire, c'est toujours l'homme qui a choisi de faire reproduire telle femelle avec tel mâle. Et sur tout ce qui va être mouton, chèvre, cochon, vache, on est sur des... C'est l'homme qui a décidé les croisements et donc il y a des boucs, c'est comme pour les chevaux, c'est comme pour les chiens, c'est des studbooks, enfin voilà, ça... Et donc on va voir les caractéristiques génétiques qui conviennent, et c'est l'homme qui va décider des croisements et qui va sélectionner sur certaines aptitudes voilà, qui s'adapteront bien aux conditions locales, mais aussi qui produiront suffisamment de viande ou de lait notamment. Il y aura toujours en fait une intervention de l'humain, et ça depuis déjà depuis vraiment des siècles et des siècles, quoi. Donc aujourd'hui, les conservations d'espèces locales, ça peut pas être... c'est vraiment la création de l'humain. Et c'est comme toutes les races de chiens, qu'on abordera un petit peu plus tard, ou les races de chevaux. Et encore, il y en a plein qui se créent de nouvelles. Et moi, ça m'horrifie, en fait, de voir toutes ces nouvelles races qu'on crée pour convenir toujours mieux à l'humain, à ses attentes, à ses envies, pour que ça soit beau, pour que ça produise plus de lait, pour que ça produise plus de viande, pour que ça produise, je sais pas, des meilleures performances. Par exemple, pour les chevaux, ça va être la docilité, les propriétés maternelles pour une pouliche, les performances sportives, enfin voilà, il va toujours y avoir en fait, et c'est l'humain qui va choisir
phénotype il va vouloir renforcer, quel trait de personnalité, quelle performance et tout ça. Donc oui, donc là on est vraiment sur de la sélection humaine qui part, comme pour tout, sur des espèces qui étaient sauvages. Bouquetins, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Waouh. Ça remet en question beaucoup de choses. Ça m'interroge du coup parce que tu vois, la chef des Pyrénées par exemple, elle est rustique, elle résiste hyper bien, mais elle n'a pas un rendement laitier phénoménal. Du coup, je me demande dans quoi l'humain est intervenu parce qu'elle n'est pas. Alors après, il y a les. Elle a levé son doigt pour me répondre. Alors après, il y a les amoureux des races en fait. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont hyper amoureux de la race et qui vont vouloir conserver ces races. Et donc, il faut savoir qu'il y a des aides aussi pour la conservation des espèces locales. Donc, il faut vendre les produits, mais vu que ça va être parfois des produits qui vont être moins rentables en termes de viande ou de lait, il va quand même y avoir des aides qui vont être distribuées à ces personnes-là. Et il y a des conservatoires d'espèces. Donc, en fait, ça va permettre d'augmenter la rentabilité des animaux. Et parce qu'aujourd'hui, c'est important de conserver les espèces locales. Mais en soi, c'est un peu comme pour toutes les espèces, quoi. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a un vrai intérêt derrière de les conserver, mais c'est plus la culture, le patrimoine culturel, on va dire, en quelque sorte. Quand tu vois, genre dans L'amour est dans le pré, les éleveurs et les éleveuses de vaches laitières qui adorent chacune de leurs vaches, ok, mais à chaque fois, c'est toi qui les insémines. Donc c'est elles qui vont porter leur bébé, et quand le bébé sort, bah, hop, tu vas le séparer. Après, tu vas l'envoyer à l'engraissement, puis il va se faire tuer. Donc, tu les aimes, t'es sûr que tu les aimes. Enfin, je sais pas. Genre, t'y es attaché, je veux bien le comprendre. Mais c'est encore vachement à questionner tout ça. C'est-à-dire, tu les utilises quand même. C'est... Ça reste de l'exploitation animale. Oui. Ouais. L'amour, j'aimerais bien... Oui, puis... Voilà, t'es attaché. Mais si tu les aimais, tu les laisserais tranquilles. Mais c'est pour se convaincre de c'est ok ce que je fais aussi, t'as besoin de te dire ce genre de choses, je pense. Et puis, l'élevage, ça reste quand même plein de réalités méconnues. Tu vois, le fait de devoir tuer autant de bébés, où finalement on se dit, l'élevage, c'est cool, on fait reproduire des animaux et tout. Mais c'est pas que ça, quoi. Et... Ouais. Et même tu vois, tu tues beaucoup de bébés, donc beaucoup de veaux, que t'envoies à l'engraissement, tout ça, beaucoup d'agneaux, beaucoup de... Ouais, mais moi, ce que je trouve horrible aussi, c'est que, par exemple, les vaches à viande, tu vas les tuer vers 3 ans. Alors, en fait, tu dis que c'est des vaches adultes, mais 3 ans, c'est des ados, quoi, limite, tu vois. Parce que c'est censé vivre 20 ans ou plus. Donc c'est hyper choquant de voir. C'est comme les femmes, hein. Après 20 ans t'es foutu, donc les vaches après 3 ans tu sers plus à rien, quoi. C'est le même principe. Il y en a une date de péremption. Donc nous allons continuer avec notre petite partie définition. Aujourd'hui, on va utiliser 2 termes dans notre podcast qu'on a semblé bon de décortiquer un petit peu. Donc le premier, ça va être le terme du spécisme, parce que c'est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé, le spécisme, l'antispécisme. Donc savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Le spécisme, c'est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, spécialement la supériorité de l'être humain sur les animaux. En gros, on dit que les spécistes, c'est ceux qui imaginent que l'humain est l'individu et la race la plus dominante de toute la planète. Et les antispécistes vont plutôt considérer que tous les animaux ont le droit de vivre sur la Terre au même titre. Et je sais qu'il y a des blagues qui sont faites en ce moment. Alors, je suis pas trop ça, mais j'ai vu une blague sur des moustiques, comme quoi les antispécistes, ils commencent un peu à bourgeonner de partout parce que quand ils se font piquer par un moustique, ils le laissent faire. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour un peu bidon. Et du coup... ça génère en tout cas beaucoup de violence et beaucoup d'incompréhension, des débats très fermés et un gros manque de communication.
entre les spécistes et les antispécistes. On considère que les spécistes exploitent les animaux par des mauvais traitements. Donc, voilà. Ensuite, aujourd'hui, donc, dans le titre, on parle de société et de culture. Et donc là, on a une définition vraiment très fournie, mais qui va très bien introduire la suite du podcast. Donc nous avons écrit à ChatGPT pour qu'il nous donne une définition de la culture en lien avec la représentation des animaux selon les différents pays du monde. La culture peut être définie comme un ensemble de valeurs, de croyances, de pratiques, de normes, de comportements partagés par une communauté ou une société donnée. Elle englobe divers aspects de la vie humaine, y compris la manière dont les individus perçoivent et interagissent avec le monde qui les entoure, y compris les animaux. La représentation des animaux dans différentes cultures à travers le monde est influencée par une multitude de facteurs tels que la religion, l'histoire, les traditions, l'environnement naturel, les systèmes de croyances et les pratiques sociales. Ces facteurs façonnent la manière dont les animaux sont perçus, compris et traités par les différentes sociétés. Dans certaines cultures, les animaux peuvent être considérés comme des entités sacrées ou divines et leur représentation peut être étroitement liée aux croyances religieuses. Par exemple, en Inde, les vaches sont considérées comme sacrées dans la tradition hindoue et leur protection est une valeur culturelle importante. D'autres cultures peuvent avoir des animaux emblématiques qui représentent leur identité nationale ou régionale. Par exemple, le lion est souvent associé à la fierté et à la force dans de nombreuses cultures africaines, tandis que le panda est considéré comme un symbole de la Chine. Ça me fait penser à j'ai rencontré un soigneur animalier qui nous a expliqué que en fait le lion il est considéré comme le roi de la jungle, alors qu'en fait il y a très très peu d'accidents en Afrique de morts par lion. En revanche il y a beaucoup plus de morts, il y a 2 à 3 000 morts par an à cause des hippopotames. Alors que l'hippopotame est considéré plutôt comme... nous, on le voit plutôt comme un animal inoffensif qui barbote dans l'eau et tout ça. Et en fait, l'hippopotame court très vite et est très, très agressif, très territorial. Et encore, ça, je pense que ça fait partie de la culture, parce que dans tout ce qu'on voit, on voit surtout le lion, le roi de la jungle, le tout-puissant, en plus qui en branle pas une, qui laisse les lionnes chasser... Bref, et donc je trouve intéressant de faire ce parallèle avec l'hippopotame qui est finalement gros et mou et flasque et qui finalement est beaucoup plus agressif et Pas tant que ça, en fait. et fait beaucoup plus de morts que les lions. En résumé, la culture joue un rôle essentiel dans la manière dont les animaux sont représentés et perçus dans différents pays du monde. Elle façonne les croyances, les valeurs et les pratiques liées aux animaux et contribuent à la diversité des attitudes et des comportements envers ces êtres vivants et dans les différentes sociétés. Si cet épisode sur la société, la culture et les cochons vous plaît, vous nous envoyez ravis. Cet épisode va être divisé en 3 parties parce que nous sommes toujours de plus en plus bavardes. Aussi, cet épisode va vous accompagner durant l'été. Nous vous retrouvons d'ici 2 semaines et puis début août pour la suite de cet épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et à partager en masse cet épisode s'il vous intéresse. On vous dit à très vite pour la suite et passez un très bel été.